J'ai donné un rein pour sauver mon fils. 3 jours après l'opération, il m'a tendu une pile de papier et m'a envoyé en maison de retraite. Mais quelques minutes plus tard, la docteure est entrée, l'air paniqué. Ce qu'elle a dit ensuite l'a fait se figer sur place. J'ai donné mon rein à mon fils. C'est ce que n'importe quel parent ferait pour son enfant, n'est-ce pas? Mais je n'aurais jamais imaginé que le secret derrière tout cela était un plan, soigneusement élaboré pendant des mois. 3 jours après l'opération, il s'est présenté avec une pile de papier, m'expulsant de ma propre maison. La douleur émotionnelle était plus profonde que n'importe quelle plaie chirurgicale. Soudain, un médecin a fait irruption dans la chambre, la fureur écrite sur son visage, et a dit quelque chose qui a rendu le visage de mon fils blême. Ce qu'elle a révélé ensuite allait détruire tout ce que je croyais savoir sur ma famille, et me sauver d'une trahison que je n'avais jamais vue venir. Avant que je vous dise ce que le médecin a dit, laissez un commentaire. Donneriez-vous un jour un organe à votre enfant? J'ai besoin de savoir que je ne suis pas le seul idiot à avoir fait confiance aveuglément. Je me suis réveillé au son des bips des machines. Pendant un instant, je ne savais pas où j'étais. Le plafond au-dessus de moi était blanc, et taché. Les lumières fluorescentes bourdonnaient. Tout avait une odeur forte et chimique, comme de l'eau de javel mélangée à du métal. Cela me brûlait la gorge. Puis, la douleur a frappé. Cela a commencé par une douleur sourde dans mon côté gauche, puis a explosé en feu, comme si quelqu'un appuyait un tisonnier directement contre mes côtes. J'ai essayé de bouger, mais mon corps refusait de coopérer. Mes bras pesaient aussi lourds que du béton humide. J'ai tourné la tête lentement. À ma droite, une machine bipait à un rythme régulier. Des lignes vertes dansaient sur un écran noir. Une perfusion pendait d'une tige métallique. À ma gauche, une fenêtre. Dehors, la neige tombait en gros flocons. Chicago en décembre. Le monde semblait gelé, et lointain. J'étais aux soins intensifs, au Northwestern Memorial Hospital. Tout m'est revenu par morceaux. L'opération, les formulaires de consentement, l'anesthésiste comptant à rebours, et Caleb, mon fils, me tenant la main alors qu'il m'emmenait au bloc. Je me souvenais de son visage, pâle, les yeux rouges d'avoir pleuré, sa main serrant la mienne. Papa, avait-il chuchoté. Tu me sauves la vie. J'ai avalé ma salive. Ma bouche avait un goût de métal. Une fine couverture me recouvrait, mais j'avais froid. J'ai regardé vers le bas. Sous la blouse d'hôpital, je pouvais voir le bord d'un pansement. De la gaze blanche enveloppait mon torse. En dessous, une cicatrice de 23 cm parcourait mon côté gauche, l'endroit où ils avaient prélevé mon rein. Mon rein pour Caleb. Parce que mon fils était mourant, insuffisance rénale. Stade 4. Il avait besoin d'une greffe. Et j'étais compatible. Une compatibilité parfaite. Quel genre de père serais-je si je disais non? J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Mes doigts tremblaient. 1 minute plus tard, la porte s'est ouverte. Une femme en tenue bleue est entrée. Plus âgée, peut-être 50 ans, avec des yeux doux et des cheveux gris tirés en arrière. Son badge indiquait Carol Anderson, infirmière. Monsieur Morrison, dit-elle doucement. Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Comme si on m'avait ouvert en deux, ai-je dit. Ma voix était rauque. Elle a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'est normal. Vous sortez tout juste de l'opération hier. La douleur va s'atténuer. Hier. J'avais perdu une journée entière. Où est Caleb, ai-je demandé. Où est mon fils? Quelque chose a vacillé sur son visage, juste une seconde. Puis, cela a disparu. Votre fils se rétablit à un autre étage, Monsieur Morrison, dit-elle. Elle a vérifié la perfusion, ajusté la couverture. Elle ne me regardait pas, il va bien. Est-ce que je peux le voir? Pas encore. Vous avez besoin de repos. J'ai hoché la tête. C'était logique. Nous venions tous deux de subir une intervention chirurgicale majeure. Bien sûr, ils allaient nous garder séparés pour le moment. Caleb allait bien. C'était tout ce qui comptait. J'ai pensé aux 5 dernières années, à quel point la maison semblait vide après le décès de Pénélope. Si calme. J'avais appelé Caleb tant de fois. Mais il était toujours occupé, toujours ailleurs. Jusqu'à il y a 2 semaines, quand il s'est présenté à ma porte,
pâle et tremblant, me disant qu'il était malade, qu'il avait besoin de moi. Et j'avais dit oui sans hésitation, parce que c'est ce que font les pères. J'ai regardé le pansement à l'endroit où une partie de moi manquait. Ça faisait mal, mais ça en valait la peine. Mon fils allait vivre. C'était tout ce qui comptait. Mais quand j'ai levé les yeux, l'infirmière Carole était toujours près de la porte, à me regarder, et l'expression sur son visage n'était pas du soulagement. C'était autre chose. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, puis l'a refermée, a secoué la tête, et est sortie. J'ai fixé la porte fermée. Quelque chose semblait ne pas aller. La façon dont elle me regardait, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais, comme si elle avait pitié de moi. Mais pourquoi? Dehors, la neige continuait de tomber. Les machines continuaient de biper. Et quelque part dans cet hôpital, mon fils se rétablissait. Du moins, c'est ce que je me disais. 2 jours ont passé comme une torture lente. Le premier jour s'est fondu dans le second. Les médecins allaient et venaient. Les infirmières vérifiaient mes signes vitaux. Tout le monde souriait et répétait la même phrase. « Votre fils va bien, monsieur Morrison. Il se repose. » J'ai demandé à tous ceux qui entraient dans la chambre, aux jeunes médecins aux yeux fatigués, à l'infirmière qui apportait de l'eau, même à l'aide-soignant qui vidait la poubelle. Où était Caleb? Quand pourrais-je le voir? La réponse ne changeait jamais. Il va bien. Il se repose. Bientôt. Mais bientôt ne venait jamais. La douleur dans mon côté est devenue familière. Une douleur sourde qui s'aiguisait quand je bougeais. Le deuxième matin, ils m'ont fait m'asseoir, puis me lever. Un physiothérapeute avec un porte-bloc m'a dit de faire 3 pas. Je l'ai fait. Chaque pas donnait l'impression de marcher sur du verre brisé. Je me fichais de la douleur. Je voulais seulement voir mon fils. Les soins intensifs étaient anormalement calmes la nuit. Trop calmes. Je restais éveillé à écouter les machines bourdonner et biper, regardant la neige dériver devant la fenêtre. Chicago semblait magnifique à cette époque de l'année, blanche et propre, mais d'un froid glacial. Je pensais à Pénélope. Ma femme était morte 5 ans plus tôt. Depuis lors, la maison semblait trop grande, trop vide. J'avais l'habitude de m'asseoir à la table de la cuisine et de fixer sa chaise, attendant qu'elle entre avec du café et ce sourire qui rendait tout rassurant. Elle ne l'a jamais fait. Après sa mort, Caleb s'est éloigné. Il a arrêté d'appeler, arrêté de venir. Je me disais qu'il était en deuil, qu'il avait besoin d'espace. L'espace est devenu des mois. Les mois sont devenus des années, jusqu'à il y a 2 semaines. Il s'est présenté à ma porte en pleurant, disant qu'il mourait, disant qu'il avait besoin de moi. Et pour la première fois en 5 ans, je me suis senti utile à nouveau. Le deuxième après-midi, ils m'ont transféré des soins intensifs vers une chambre normale au 4e étage, plus petite, plus calme, un lit simple près de la fenêtre. La vue était inchangée, un ciel gris de neige, une ville enveloppée dans l'hiver. L'infirmière Carole est entrée vers 15 heures. Elle m'a aidé à m'installer dans un fauteuil près de la fenêtre. Ses mains étaient douces, mais son visage portait le même air troublé, comme si elle savait quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. « Infirmière Carole, ai-je demandé, quand puis-je voir Caleb ?» Elle a hésité, les yeux baissés vers ses mains. « Votre fils viendra vous voir demain, monsieur Morrison. » Demain. Le soulagement a desserré ma poitrine. « Merci, ai-je dit. » Elle a hoché la tête mais n'a pas souri. Elle s'est tournée vers la porte, s'est arrêtée, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me prévenir. M'expliquer ce regard dans ses yeux. Elle ne l'a pas fait. Elle est partie. Je suis resté assis près de la fenêtre alors que le soir tombait, regardant les lumières de Chicago s'allumer. Les lumières de Noël clignotaient au loin. Rouge, vert, or. Le monde se préparait pour les fêtes. Les familles se réunissaient. Demain, je verrai mon fils. Demain, je le serrai dans mes bras et lui dirai que je l'aimais. Lui dire que tout cela en valait la peine. J'ai souri pour la première fois depuis mon réveil. Demain. Je n'avais aucune idée que demain détruirait tout. Le 3e jour est arrivé avec un ciel gris et une neige abondante. J'étais réveillé depuis l'aube, regardant la fenêtre, attendant. Les infirmières ont apporté le petit déjeuner, mais je ne pouvais pas manger. Mon estomac était noué, non pas de douleur, mais d'anticipation. Aujourd'hui, je verrai Caleb.
Je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre, les mains jointes sur mes genoux. J'avais répété ce que je dirais. Comment je lui dirais que la douleur n'avait pas d'importance? Que je le referais sans hésiter, parce que c'est ce que font les pères. L'horloge au mur a passé 10 heures, puis 11 heures, puis midi. Finalement, juste après midi, la porte s'est ouverte et Caleb est entré. Pendant une seconde, mon cœur s'est soulevé. J'ai essayé de me lever, tendant les bras vers lui. Caleb, mais il ne s'est pas dirigé vers moi. Il est resté dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches d'un costume noir impeccable. Ses cheveux étaient coiffés. Ses chaussures étaient cirées. Il avait l'air de se rendre à une réunion d'affaires, pas comme quelqu'un qui venait de survivre à une opération majeure. J'ai regardé son torse, sa poitrine, son côté, attendant de voir le pansement. Il n'y avait rien. Où est ton pansement, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Il m'a juste regardé avec des yeux froids. Vide. Puis je les ai vus. 2 personnes sont entrées dans la pièce derrière lui. Une femme en tailleur sombre, fin de la trentaine, portant une mallette en cuir noir, et une femme plus jeune aux cheveux blonds, en train de faire défiler son téléphone. Caleb, dis-je lentement. Qui sont ces gens? La femme en tailleur s'est avancée. Son sourire était professionnel, tranchant. Monsieur Morrison, je m'appelle Claire Montgomery. Je suis l'avocate de votre fils. Avocate? Le mot m'a frappé comme une gifle. Avocate, ai-je répété. Quoi? Claire a plongé la main dans sa mallette et en a sorti une grande enveloppe. Elle l'a posée sur le lit à côté de moi. Ceci est un avis d'expulsion, monsieur Morrison. J'ai fixé l'enveloppe, puis elle, puis Caleb. Je ne comprends pas. Vous avez signé le transfert de propriété de votre maison à votre fils avant l'opération, a dit Claire calmement. La propriété lui appartient désormais. Les mots n'avaient aucun sens. Non, ai-je dit. C'étaient des formulaires de consentement médical. Lis les petits caractères, papa, a dit Caleb. Sa voix était plate, sans émotion. J'ai baissé les yeux vers l'enveloppe. Mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais pas l'ouvrir. Caleb, ai-je chuchoté. Qu'est-ce qui se passe? Tu es transféré à la résidence Sunrise Senior Living, dit-il. C'est un établissement de soins. J'ai déjà payé pour 6 mois. Un établissement de soins? Il me mettait dans une maison de retraite. J'ai senti quelque chose se briser en moi, pas bruyamment, mais doucement, comme de la glace craquant sous le poids. Mais je t'ai donné mon rein, ai-je dit. Ma voix était à peine audible. Je t'ai sauvé la vie. Caleb a incliné la tête. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De l'amusement. Et ton opération, ai-je demandé. Et ton rein. Il a souri. Ce n'était pas chaleureux. Ce n'était pas gentil. Il n'y a pas eu d'opération pour moi, papa. La pièce a basculé. Les murs se sont resserrés. Je ne pouvais plus respirer. Quoi? Je n'ai jamais été malade. La femme blonde derrière lui, Tiffany, a finalement levé les yeux de son téléphone. Elle a eu un sourire narquois. J'ai fixé Caleb, le fils que j'avais élevé, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo. L'homme à qui je venais de donner une partie de mon corps pour le sauver, et tout ce que je voyais était un étranger. Pourquoi, ai-je chuchoté. Il a haussé les épaules. Parce que je le pouvais. Ma poitrine semblait creuse, comme si quelqu'un avait plongé la main à l'intérieur et avait évidé tout ce qui comptait. Mon rein, ma maison, mon fils. Tout était parti. Claire s'est raclé la gorge. Monsieur Morrison, je vous suggère d'examiner les documents. Elle m'a tendu une carte de visite. Je ne l'ai pas prise. Elle est tombée au sol. Caleb s'est tourné pour partir. Tiffany a suivi, toujours sur son téléphone. Claire a refermé sa mallette d'un coup sec. Et juste comme ça, il sortait. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, pour crier, pour supplier, mais aucun son n'est sorti. Avant que la porte ne puisse se refermer, elle s'est ouverte à nouveau avec fracas. Une femme a fait irruption. Elle portait une blouse blanche sur une tenue bleue. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon serré, et son visage était plein de fureur. Elle ne me regardait pas. Elle regardait droit vers Caleb. « Arrêtez-vous là, dit-elle. » Sa voix a traversé la pièce comme une lame.
Caleb s'est figé, et pour la première fois depuis qu'il était entré, j'ai vu la peur traverser son visage. La femme qui est entrée semblait assez furieuse pour arrêter un cœur. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, sa blouse blanche flottant autour d'elle. Ses yeux noirs se sont verrouillés sur Caleb avec une intensité qui ferait avouer des hommes faits. « Je suis le docteur Rebecca Stone, dit-elle, chef de la chirurgie de transplantation dans cet hôpital. » Caleb a redressé ses épaules, lissé sa veste de costume. « Docteur, c'est une affaire de famille privée. Le trafic d'organes n'est jamais privé, Monsieur Morrison. » Les mots ont flotté dans l'air comme de la fumée. Je ne comprenais pas. J'ai regardé le docteur Stone, puis Caleb. « De quoi parlez-vous » ai-je demandé. L'expression du docteur Stone s'est adoucie lorsqu'elle s'est tournée vers moi, mais seulement légèrement. « Votre fils n'a jamais été malade, Monsieur Morrison. » Les mots ne se sont pas inscrits au début. Ils ont rebondi sur mon cerveau comme des pierres sur l'eau. Quoi? Il a falsifié ses dossiers médicaux. J'ai secoué la tête. Non, les tests. Le médecin a dit qu'il avait une insuffisance rénale. Ces médecins ont été payés. Le docteur Stone a dit que les dossiers étaient fabriqués. J'ai regardé Caleb, attendant qu'il nie. Il n'a rien dit. Mais j'ai vu les tests, ai-je chuchoté. Vous avez vu des documents falsifiés. Mes mains ont agrippé les accoudoirs. Mes jointures sont devenues blanches. Alors où est mon rein? Le docteur Stone n'a pas hésité. Il a été transplanté sur un autre patient. Jonathan Langford. Un homme qui était réellement mourant. Le nom ne signifiait rien pour moi, mais la façon dont elle l'a dit m'a retourné l'estomac. Caleb a finalement parlé. C'est ridicule. Vraiment? Le docteur Stone a sorti une tablette dessous sa blouse. Il n'y a aucune trace de votre admission ici, Monsieur Morrison. Pas de prise de sang, pas de rendez-vous de dialyse. Elle a tourné l'écran vers lui. Rien. Le visage de Caleb est devenu blême. Claire s'est avancée. Docteur Stone, je ne pense pas que... Votre client a commis une fraude, a dit le docteur Stone. Contre son propre père. Contre cet hôpital. Contre la loi fédérale. Je ne pouvais plus respirer. La pièce rétrécissait. Quoi, ai-je chuchoté. Le docteur Stone m'a regardé et, pour la première fois, j'ai vu de la pitié dans ses yeux. L'argent, Monsieur Morrison. Votre fils a vendu votre rein pour $500 000. 500 000 $? Le chiffre était trop gros, trop impossible. J'ai regardé Caleb. Est-ce vrai? Il n'a pas répondu, il a juste fixé le sol. Caleb, ai-je dit, ma voix s'est brisée. Est-ce vrai? Toujours rien. Le docteur Stone a croisé les bras. La famille de Monsieur Langford a organisé une transaction privée. On leur a dit que le donneur était votre fils. Un jeune homme prêt à aider un inconnu. Ils ont payé en conséquence. Mais ce n'était pas lui, ai-je dit. Non, c'était vous. J'ai senti la pièce basculer. Mes mains se sont engourdies. Et il a pris l'argent. Chaque centime. J'ai regardé mon fils, le garçon que j'avais élevé, l'homme à qui j'avais confié ma vie. Pourquoi, ai-je demandé à nouveau. Caleb a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient froids, vides. Parce que je le pouvais. Ce n'était pas une explication. C'était un rejet. Ces 5 mots m'ont frappé plus fort que tout le reste. Plus fort que l'avis d'expulsion. Plus fort que d'apprendre qu'il n'y avait pas d'opération. Plus fort que les $500 000. Parce que je le pouvais. C'était tout ce que je valais pour lui. Une opportunité. La mâchoire du docteur Stone s'est serrée. Monsieur Morrison, je vous suggère de rester où vous êtes. Je pars, a dit Caleb. Il s'est dirigé vers la porte. Non, vous ne partez pas. Caleb l'a ignoré. Il a saisi la poignée de la porte. Le docteur Stone n'a pas bougé, ne l'a pas poursuivi. Elle est juste restée là, les bras croisés, et a souri. C'était un petit sourire, froid, confiant. Allez-y, dit-elle doucement. Essayez. Caleb a ouvert la porte et s'est figé, car 2 hommes en uniforme se tenaient dans le couloir. Caleb a fait un pas en arrière. Son visage est devenu blanc. La voix du docteur Stone était calme, presque douce.
J'ai passé un appel avant d'entrer dans cette pièce, monsieur Morrison. Pensiez-vous vraiment que j'allais vous laisser partir comme ça? Tout s'est passé si vite. Les deux officiers sont entrés dans la pièce. Le plus grand, l'officier Walsh, avait les cheveux gris et des yeux calmes. Le plus jeune, l'officier Cooper, était plus large avec une radio accrochée à sa ceinture. Caleb a reculé de la porte. « Laissez-moi partir » a-t-il dit. Sa voix tremblait maintenant. « C'est un malentendu. » Caleb Morrison, a dit l'officier Walsh. Son ton était professionnel. « Vous êtes en état d'arrestation. » L'officier Cooper s'est avancé. Il a sorti une paire de menottes. « Tournez-vous, monsieur. » Caleb a regardé Claire, Tiffany, le docteur Stone, cherchant de l'aide, une issue. Il n'y en avait aucune. « Tournez-vous » a répété l'officier Cooper. Caleb l'a fait lentement. Ses mains tremblaient alors qu'elles étaient tirées derrière son dos. J'ai entendu le cliquetis du métal, j'ai vu les menottes se refermer sur ses poignets. Il a tourné la tête, m'a regardé. « Papa » a-t-il dit, sa voix s'est brisée. Je peux expliquer. Je l'ai regardé, le fils que j'avais élevé, l'homme qui venait de vendre mon rein pour un demi-million de dollars. Et je me suis détourné. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé par la fenêtre, la neige tombait sur Chicago, le monde continuait de tourner sans moi. L'officier Walsh a pris Caleb par le bras, l'a conduit vers la porte. Tiffany a suivi, faisant toujours défiler son téléphone. Claire a refermé sa mallette d'un coup sec et est sortie derrière eux. Et juste comme ça, ils étaient partis. La porte s'est fermée. La pièce est devenue silencieuse. Je suis resté assis là, à fixer l'espace vide où mon fils s'était tenu. Le docteur Stone a tiré une chaise et s'est assise à côté de moi. « Je suis désolé que vous ayez dû la prendre ainsi, monsieur Morrison, dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Combien avez-vous dit, ai-je finalement demandé. Ma voix était rauque. 500 000 $? J'ai hoché la tête lentement, comme si le chiffre avait un sens, comme si quoi que ce soit avait un sens. Le docteur Stone est resté silencieux un moment. Puis elle a parlé à nouveau. Monsieur Langford ne connaît pas encore toute la vérité. Mais il la connaîtra, et je crois qu'il voudra vous rencontrer. Je ne veux rencontrer personne, ai-je dit. Elle a plongé la main dans sa blouse et a sorti une carte. Elle l'a posée sur la table à côté de mon lit. Quand vous serez prêt. Elle s'est levée pour partir. À la porte, elle s'est arrêtée. Monsieur Morrison, dit-elle, vous avez sauvé la vie d'un homme aujourd'hui. Que vous l'ayez voulu ou non, cela compte. Puis elle est partie, elle aussi. Je suis resté assis seul dans la chambre vide. Les machines bipaient. La neige tombait. Et quelque part dans cette ville, mon fils était emmené. J'ai regardé la porte, l'espace où Caleb s'était tenu, et j'ai réalisé quelque chose. Je l'avais perdu bien avant aujourd'hui. Bien avant l'opération. Bien avant qu'il ne se présente en pleurant à ma porte il y a 2 semaines. Je ne le savais tout simplement pas. 2 jours plus tard, un inconnu est entré dans ma chambre. Il portait un costume coûteux. Son visage était mince, pâle, mais ses yeux étaient clairs. Vivant. Il s'est tenu au pied de mon lit et a dit 3 mots qui allaient tout changer. Vous m'avez sauvé. Je savais qui il était avant même qu'il ne parle. Tout le monde à Chicago connaissait Jonathan Langford, milliardaire de la tech, philanthrope, l'homme dont l'entreprise employait la moitié de la ville, et l'homme qui avait maintenant mon rein. Il avait l'air plus mince que sur les photographies. Son visage était pâle, ses mouvements prudents, mais ses yeux étaient vifs et sincères. Derrière lui se tenait un homme plus jeune dans un manteau sombre, Walter Mason, comme je l'apprendrai plus tard, calme et observateur. « Monsieur Morrison, a dit Jonathan, puis-je m'asseoir » J'ai hoché la tête. Il s'est assis lentement dans le fauteuil à côté de mon lit, bougeant comme quelqu'un qui comprend la douleur. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Je pensais que le donneur était votre fils, a dit Jonathan finalement. Un jeune homme qui voulait aider anonymement. J'ai détourné le regard. Mon fils voulait seulement s'aider lui-même. L'expression de Jonathan n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Quand le docteur Stone m'a dit la vérité, j'ai été horrifié. Le silence s'est installé entre nous. Dehors, la neige avait cessé. Le ciel était pâle et clair. J'ai été malade pendant 2 ans, a dit Jonathan doucement.
Mes petits-enfants pensaient que je mourrais. Mon médecin a dit qu'il me restait des mois, peut-être moins. Il a fait une pause. Vous m'avez sauvé la vie, monsieur Morrison. Que vous l'ayez voulu ou non. Je ne voulais sauver personne, ai-je dit. Mais vous l'avez fait. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Jonathan s'est penché légèrement en avant. Je sais que vous n'avez pas de maison où retourner, mais moi, j'en ai une. Et mes petits-enfants ont besoin d'un tuteur. Quelqu'un de patient, quelqu'un qui sait ce que signifie enseigner. Je me suis raidi. Je ne veux pas de charité, monsieur Langford. Ce n'est pas de la charité, dit-il fermement. C'est de la gratitude, et peut-être une seconde chance pour nous deux. Je l'ai étudié. Cet homme ne me devait rien. Je n'avais pas choisi de le sauver. On m'avait menti, manipulé, utilisé. Mais il était assis là, m'offrant quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Un endroit, un but. Walter s'est avancé et a posé une carte de visite sur la table à côté de mon lit. Quand vous serez prêt, monsieur Morrison. Jonathan s'est levé lentement, grimaçant légèrement. Pensez-y. Vous n'avez pas à décider aujourd'hui. Mais je pense que nous savions tous les deux que j'avais déjà décidé. J'ai regardé cet homme, un inconnu qui ne me devait rien et tout à la fois, et pour la première fois en 5 jours, j'ai ressenti autre chose que de la trahison. J'ai ressenti une possibilité. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Jonathan a souri. C'est tout ce que je demande. Il est parti calmement, Walter suivant derrière. La pièce semblait plus chaude, d'une certaine manière, plus lumineuse. J'ai pris la carte de visite. Elle était simple, élégante, juste un nom, un numéro, et une adresse sur la rive du lac Michigan. Je ne le savais pas alors, mais cette décision allait me sauver. Pas de la pauvreté, mais de la solitude. 2 semaines plus tard, je vivais dans une maison qui n'était pas la mienne, me remettant d'une opération qui avait sauvé un inconnu. Le domaine Langford se trouvait le long de la Gold Coast, avec des fenêtres donnant sur le lac Michigan. L'eau était grise et agitée, encore à moitié gelée. Je passais la plupart de mes matinées à marcher lentement dans les jardins, testant ma force, sentant la cicatrice tirée à chaque pas. Cet après-midi-là, Walter m'a trouvé près de la fenêtre. Le détective Brooks est ici pour vous voir, monsieur Morrison. J'ai hoché la tête. Je m'y attendais. Samuel Brooks avait la cinquantaine, avec des cheveux gris et des yeux fatigués. Il portait un dossier sous le bras et se déplaçait comme un homme qui avait vu trop de familles se détruire. Jonathan est apparu brièvement dans l'embrasure de la porte, a serré la main de Brooks, puis nous a laissés seuls. Brooks s'est assis en face de moi, et a ouvert le dossier. Nous montons un dossier contre votre fils, monsieur Morrison, dit-il calmement. Je dois vous présenter certaines des preuves. Il a fait glisser un SMS imprimé sur la table. Caleb à Tiffany. Le vieux ne le saura jamais. L'argent le plus facile que j'ai jamais gagné. J'ai fixé les mots. Ils sont devenus flous. Brooks a continué, nous avons une chronologie montrant que votre fils a commencé à planifier cela il y a 6 mois. Dossiers médicaux falsifiés. Technicien de clinique soudoyé pour fausser les résultats des tests. Et puis il y a le virement bancaire. Il m'a montré une autre page. 500 000 $. Déposé 2 jours après mon opération. Je n'ai rien dit. Qui avait-il à dire? Brooks s'est adossé à sa chaise. Votre fils a fait beaucoup d'erreurs, monsieur Morrison. Il est devenu avide. Il a été négligent. Et maintenant, nous en avons assez pour l'envoyer en prison pour longtemps. J'ai baissé les yeux sur mes mains. De vieilles mains. Des mains cicatrisées. Détective, ai-je dit lentement. Est-ce que mon fils m'a jamais aimé? La question a flotté dans l'air. Brooks est resté silencieux un long moment. Puis il a soupiré. Je ne sais pas, monsieur, dit-il. Mais je sais qu'il ne vous respectait pas. J'ai hoché la tête. C'était la réponse que j'attendais. Peut-être la seule réponse honnête qui soit. Le procès est fixé dans 3 mois, a dit Brooks. Témoignerez-vous? J'ai regardé mes mains à nouveau, la cicatrice courant le long de mon côté, la vie que j'avais donnée sans même le savoir. Pourtant, j'ai dit, je le ferai. Brooks m'a étudié. Ce ne sera pas facile. Vous devrez lui faire face au tribunal. Je sais, ai-je dit, mais certaines vérités doivent être dites.
Brox s'est levé en fermant le dossier. À la porte, il s'est arrêté. Votre fils va aller en prison, monsieur Morrison. Les preuves sont trop claires. J'ai hoché la tête. Bien, ai-je dit doucement. Il est parti. La maison semblait plus froide. 3 mois ont ressemblé à 3 ans. Mais quand le jour est finalement arrivé, j'étais prêt. Ou du moins, je le pensais. La salle d'audience était plus froide que la pluie à l'extérieur. J'ai franchi les lourdes portes du palais de justice du comté de Cook et j'ai senti chaque paire d'yeux se tourner vers moi. La galerie était bondée. Des journalistes, des inconnus, des gens qui avaient lu l'affaire dans les journaux. À l'avant de la salle, derrière la table de la défense, était assis mon fils. Caleb portait un costume sombre. Ses cheveux étaient soignés. Il avait l'air normal, respectable. Il avait l'air d'un menteur. La juge Hélène Crawford était assise au banc, les cheveux argentés et sévères. La procureure Caroline Turner se tenait au pupitre, sa posture tranchante et impitoyable. Et derrière moi, au deuxième rang, était assis Jonathan Langford. Il ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa présence suffisait. Turner a commencé. Votre honneur, les preuves dans cette affaire sont accablantes. Email, SMS, relevés bancaires, tout pointe vers un stratagème délibéré et calculé pour escroquer le propre père de l'accusé. Elle a fait un signe de tête au docteur Stone, qui s'est levé de la barre des témoins. L'accusé n'a jamais été malade, a dit clairement le docteur Stone. Il a fabriqué ses dossiers médicaux. Il a soudoyé un technicien de clinique. Il a manipulé son père pour lui faire croire que sa vie était en danger. Un expert financier a suivi. L'argent a été utilisé pour des achats de luxe, une BMW, un voyage aux Bahamas. L'accusé n'a pas utilisé un seul dollar pour payer des frais médicaux. La salle d'audience a murmuré. Puis Turner s'est tourné vers moi. L'accusation appelle Arthur Morrison à la barre. Mes jambes tremblaient alors que je me levais. J'ai marché jusqu'à la barre des témoins, posé ma main sur la Bible, et juré de dire la vérité. Turner s'est approché. Monsieur Morrison, pourquoi avez-vous accepté de donner votre rein? J'ai regardé le jury. 12 inconnus qui allaient décider du sort de mon fils. Parce qu'il était mon fils, ai-je dit, et que je l'aimais. L'aimez-vous toujours? Je suis resté silencieux un long moment. J'ai regardé Caleb. Il ne voulait pas croiser mon regard. J'aime le fils que je pensais avoir, ai-je dit doucement. Mais ce fils n'a jamais existé. La salle d'audience est devenue immobile. Patrick, l'avocat de Caleb, s'est levé. Votre honneur, mon client a commis une terrible erreur sous la pression financière. Turner l'a coupé. Une erreur, ou un plan de 6 mois pour tromper et exploiter son propre père? Caleb a bondi sur ses pieds. Votre honneur, j'étais désespéré. La voix de la juge Crawford était de glace. Vous avez fait un choix, monsieur Morrison. Un choix calculé et cruel. Puis elle m'a regardé. Monsieur Morrison, aimeriez-vous vous adresser directement à votre fils? Je me suis levé. Je suis descendu de la barre des témoins. J'ai marché jusqu'au centre de la salle d'audience et me suis tenu devant la table de la défense, et j'ai regardé mon fils dans les yeux. Caleb, ai-je dit, je t'ai donné la vie 2 fois. Une fois quand tu es né. Je t'ai tenu dans la salle d'accouchement. J'ai compté tes doigts. J'ai promis que je te protégerais pour toujours. Et une fois quand je t'ai donné mon rein. Sauf que je ne te l'ai pas donné. Tu l'as pris. Tu as regardé ton père et tu as vu des signes de dollars. Tu n'as pas vu l'homme qui travaillait 2 emplois pour payer tes études. Tu n'as pas vu l'homme qui s'est assis seul pendant 5 ans après la mort de Pénélope, espérant que tu appellerais. Tu as juste vu un vieil idiot. Un vieil homme que tu pouvais utiliser et jeter. Peut-être que j'étais un idiot. Mais toi, Caleb, tu n'es pas mon fils. La salle d'audience était silencieuse. La juge Crawford a parlé. Caleb Morrison, vous êtes reconnu coupable de fraude, de maltraitance envers une personne âgée, de complot en vue de commettre une transaction d'organes illégale, et de falsification de documents. Je vous condamne à 10 ans de prison fédérale. Sans possibilité de libération conditionnelle. L'huissier s'est avancé. Les mains de Caleb ont été menottées. Il m'a regardé une dernière fois, mais je m'étais déjà détourné. La main de Jonathan s'est posée sur mon épaule,
et je ne me suis pas retourné, parce que certaines personnes ne méritent pas un second regard. Quand je suis sorti de ce palais de justice, je savais qu'un chapitre s'était terminé, mais je ne savais pas que le prochain chapitre serait celui qui valait le plus la peine d'être vécu. 1 an plus tard, le printemps est arrivé à Chicago. Les arbres le long du lac Michigan ont fleuri d'un vert pâle. La lumière du soleil se déversait par les fenêtres du domaine Langford, réchauffant le bureau où j'étais assis avec 3 enfants rassemblés autour d'une table couverte de manuels scolaires. « Grand-père Arthur » a dit Lily, tapotant son crayon sur un problème de mathématiques. « Je ne comprends pas celui-ci. » Je me suis penché, patient et stable. « Regardons ça ensemble. » Noah gribouillait dans les marges. Grace avait déjà 2 chapitres d'avance. Il m'appelait grand-père Arthur. Je n'étais pas leur grand-père par le sang, mais j'étais le leur tout de même. Jonathan est apparu dans l'embrasure de la porte, souriant. « Arthur, ça te dit une promenade ?» Nous nous sommes promenés le long du lac, l'eau calme et infinie. Jonathan se déplaçait lentement, mais ses couleurs étaient revenues. Il était vivant, en bonne santé, entier. « Tu m'as donné plus qu'un rein, Arthur, dit-il doucement. Tu m'as rappelé ce que la famille est censée être. Tu m'as donné une famille quand je n'avais personne, ai-je répondu. À notre retour, il y avait une lettre qui m'attendait sur la table du hall. J'ai reconnu le nom sur l'enveloppe immédiatement. Caleb Morrison. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis je l'ai tendu à Jonathan. Certaines portes devraient rester fermées, ai-je dit. Jonathan n'a pas discuté. Il a simplement hoché la tête et a mis la lettre de côté. « Est-ce que tu le regrettes parfois » a demandé Jonathan, « le don ?» J'ai regardé le lac. Je regrette d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Mais je ne regrette pas la gentillesse. Ce rein t'a sauvé la vie. Cela en valait la peine. Ce soir-là, nous nous sommes réunis pour le dîner. 3 générations. Des rires. Des histoires. J'ai regardé autour de la table et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'étais à ma place. Ce n'est pas la famille dans laquelle je suis né, ai-je pensé. Mais c'est la famille que j'ai choisie, et ils m'ont choisi. Cette nuit-là, je me suis tenu devant le miroir. La cicatrice s'était estompée, mais elle était toujours là, une fine ligne à travers mon côté. Les cicatrices vous rappellent ce à quoi vous avez survécu, ai-je pensé. Et j'ai survécu. Avant que cette histoire ne se termine, je veux vous dire quelque chose. L'amour ne se mesure pas au sang. Il se mesure au respect. J'ai passé 65 ans à croire que la famille signifiait la biologie, qu'un fils aimerait son père parce qu'ils partageaient le même ADN. J'avais tort. Caleb n'a pas perdu un père parce que je suis parti. Il a perdu un père parce qu'il est parti le premier, loin de l'honneur, de la gratitude, de l'humanité. Mais moi, j'ai trouvé quelque chose de mieux. J'ai trouvé des gens qui m'estimaient, non pas pour ce que je pouvais leur donner, mais pour qui j'étais. Si vous vous êtes déjà senti utilisé par quelqu'un que vous aimiez, sachez ceci. Partir n'est pas abandonner. C'est se choisir soi-même, et vous méritez ce choix. Ce soir-là, alors que j'étais assis à dîner avec la famille Langford, j'ai réalisé quelque chose. La maison n'est pas là où vous êtes né. La maison est là où vous êtes estimé. Et j'étais à la maison. En regardant en arrière maintenant, je vois les erreurs que j'ai faites. Je vois les signes que j'ai ignorés. Je vois l'amour que j'ai donné à quelqu'un qui ne l'a jamais mérité. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas d'être sur un lit d'hôpital pour réaliser que la confiance aveugle peut tout vous coûter. Ne donnez pas des morceaux de vous-même à des gens qui vous voient comme des pièces de rechange. Voici ce que j'ai appris. La famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par le respect. Caleb et moi partagions le même ADN, mais nous n'avons jamais partagé les mêmes valeurs. Jonathan et moi ne partageons aucun sang. Mais nous partageons quelque chose de plus profond. La gratitude, la dignité et la foi. Dieu m'a amené à cette table d'opération pour une raison. Non pas pour sauver mon fils, mais pour sauver un homme qui me rappellerait ce que signifie vraiment la famille. Dieu m'a permis de tout perdre pour que je puisse trouver ce qui me manquait depuis le début. Un endroit où j'appartiens. Et quand je pensais ne plus rien avoir, Dieu m'a donné 3 petits-enfants qui m'appellent grand-père Arthur. Pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Les histoires de grand-père comme la mienne ne sont pas rares. Chaque jour, des aînés sont utilisés,
jetés et oubliés par les personnes mêmes pour lesquelles ils se sont sacrifiés. Mais les histoires de grand-père peuvent aussi être des histoires de rédemption. Des histoires où les brisés trouvent la force. Des histoires où Dieu transforme la trahison en bénédiction. Si vous regardez ceci et que vous avez été trahi par votre famille, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul. Dieu vous voit. Et s'éloigner de la toxicité n'est pas un abandon. C'est de la survie. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas une cicatrice pour vous apprendre ce que les mots auraient dû faire. Protégez votre cœur. Fixez des limites. Et rappelez-vous, les gens qui vous aiment vraiment ne vous feront jamais sentir comme une transaction. Ces histoires de grand-père nous enseignent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Et il n'est jamais trop tard pour trouver la famille que vous étiez destiné à avoir. Dieu n'a pas gâché ma douleur. Il l'a utilisée pour me ramener à la maison. Si cette histoire de grand-père a touché votre cœur, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, avez-vous déjà dû vous éloigner de quelqu'un que vous aimiez? Comment vous êtes-vous reconstruit? Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est estimé. Et si vous croyez aux secondes chances, abonnez-vous à cette chaîne. Construisons une communauté où la gentillesse gagne et où les brisés deviennent entiers. Merci d'avoir écouté et que Dieu vous bénisse dans votre propre voyage.